Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents à ce premier webinaire d'une série de 3 intitulé QVT et AFEST, comprendre les enjeux dans les entreprises sociales apprenantes. Ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet de l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, auquel Chantier École a répondu pour améliorer la qualité de vie au travail des salariés au sein des ateliers et chantiers d'insertion. Ce projet, il a été déployé en 2021 et 2022 par, le réseau national Chantier École et par 5 des associations régionales, sur le territoire français, et il s'est, plus particulièrement concrétisé à travers 3 axes de projet. Un axe visant à accroître, l'attractivité spécifique du métier d'encadrant technique en travaillant sur l'amélioration des conditions de travail et la valorisation des postes. Un deuxième axe sur la construction des conditions d'un dialogue professionnel, favorable entre encadrants techniques et accompagnateurs socioprofessionnels, au profit, des parcours d'insertion. Et enfin, un troisième axe qui nous intéresse, aujourd'hui, ici, qui visait à accompagner les entreprises sociales apprenantes, porteuses d'ACI dans l'organisation du travail, lié à la formation en situation de travail, pour pouvoir agir sur la qualité de vie, au travail, et ceci en répondant à 2 objectifs: identifier les évolutions engendrées par la mise en place d'AFEST sur l'organisation et les conditions de travail des salariés, à la fois permanents et en parcours, et développer des méthodologies adaptées à la mise en œuvre des modalités pédagogiques, de formation en situation de travail, pour donner du sens aux fonctions des salariés, et plus particulièrement des encadrants. Aujourd'hui, on va donc vous présenter les résultats de ce travail qui a été mené sur cet axe, par, Chantier École nationale et puis par les associations régionales Île-de-France et Grand Est, et avec la collaboration de madame, Anne-Lise Ullmann, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Donc on a un webinaire qui va s'articuler en 4 temps. Donc un 1er temps de sensibilisation aux actions de formation en situation de travail, puis la présentation des 2 outils qui ont été créés, à l'issue de cet axe du projet. On entendra ensuite le témoignage de monsieur, Christophe, Désert, et enfin, j'aurai le plaisir d'interviewer, madame, Anne-Lise Ullmann, et pour terminer, on vous donnera la parole pour, amorcer un temps de questions-réponses. Donc je vais, tout de suite te donner la parole, Alice, puisque tu vas nous parler d'actions de formation en situation de travail. Tout à fait. Alors, normalement, si ça fonctionne bien, vous me voyez dans l'écran? Voilà. Oui, Alors, donc, pour introduire et savoir de quoi on parle, hein, dans ce webinaire, on s'est dit qu'il fallait, d'abord poser les bases de qu'est-ce que c'est la formation en situation de travail. Alors, quand on parle de FEST, formation en situation de travail, ça se distingue des actions de formation en situation de travail. La FEST sans le A, c'est la modalité pédagogique qui a été reconnue, par la loi, en 2018. Il faut savoir que ça se distingue des actions de formation en situation de travail qui sont, elles, plus pratico-pratiques et qui, on peut le dire pour simplifier, correspondent à des pratiques qu'on retrouve dans des organisations depuis, longtemps, qui consistent à aller, former, leurs salariés, les équipes, directement, sur les situations de travail. Ce sont des pratiques qu'on a pu rencontrer dans le réseau Chantier École depuis, de très longues années, avec une appellation propre au réseau qui était, la formation en situation, de production. Il faut savoir que là, notre projet, notre réflexion, elle s'inscrit dans un contexte de, reconnaissance et de formalisation, on peut dire, juridique par le législateur des différentes pratiques. Ça s'inscrit dans un processus qu'on peut, marquer, de certaines pierres angulaires, notamment une première période, qui va de 2015 à 2018, où une expérimentation a été menée pour, essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans la formation en situation de travail, en situation de production, quelle que soit l'appellation, était, de nature à avoir, des
conséquences réellement formatives et quels étaient les tenants et les aboutissants d'une situation de succès ou de difficulté pour mettre en œuvre cette formation. Cette expérimentation, elle a été engagée avec le travail des OPCA, hein, qui sont dorénavant des OPCO, et un certain nombre de structures impliquées dans cette expérimentation, avec le soutien de la RACT, enfin de l'ANACT et de la RACT, donc l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, avec l'appui d'un conseil scientifique et technique qui a pu aussi analyser tout ça. Ça a donné lieu en juillet 2018 à la publication d'un rapport d'expérimentation publié par l'ANACT. On peut dire qu'il y a des SIAE qui ont participé à cette expérimentation et le réseau Chantier École a été mobilisé aussi à différentes étapes de cette expérimentation. Ce rapport d'expérimentation, il est intéressant d'aller le consulter pour en voir les détails. L'objectif aujourd'hui, n'est pas de rentrer dans les détails de ces conséquences, mais n'hésitez pas à aller le voir si cela vous intéresse. Et à l'issue de cette expérimentation, le législateur a reconnu dans la loi cette nouvelle modalité pédagogique qui est la formation en situation de travail, et a par la suite, à travers cette loi, donné un certain nombre de jalons permettant de comprendre, de mettre en œuvre de la formation en situation de travail. Cette reconnaissance, elle a des conséquences très pratiques pour la vie des structures qui cherchent à s'en saisir. Notamment, ça ouvre la possibilité d'aller reconnaître la formation vers l'extérieur, reconnaître les compétences acquises à travers la formation en situation de travail et éventuellement d'aller chercher des financements. Voilà, donc on imagine bien que ce contexte en 2018-2019, il était quand même un peu particulier puisque c'était aussi un moment de refonte du système de la formation professionnelle continue et notamment de l'organisation des OPCO. Donc ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place dans les pratiques, sachant qu'en plus, ensuite, il y a eu la période du Covid qui a aussi impacté ça, puisque former en situation de travail dans un contexte déjà compliqué, ne serait-ce que pour se réunir pour travailler, ça faisait peut-être à ce moment-là beaucoup de choses. Aujourd'hui, en 2022, on commence à avoir un petit peu plus de recul. Les structures il y a de plus en plus de structures qui se sont lancées dans la formation en situation de travail, qui ont mené des expérimentations plus ou moins à grande échelle au sein de leur structure, et on pourra en entendre un témoignage. Voilà. Donc ça, c'était en introduction. J'essaye de passer mes diapos, mais ça ne veut pas, donc je fais comme ça. Pardon. Que dit la loi? Donc la loi, elle introduit une nouvelle modalité de formation en situation de travail. Je suis plus dans le partage, je crois, et j'en suis désolée. Hop, pardon. Cette erreur technique. Que dit la loi? Donc elle a introduit une nouvelle modalité de formation. Déjà, qu'est-ce que c'est une action de formation? C'est un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Cette notion de parcours pédagogique, elle est essentielle. Ça veut dire qu'on part d'un point A qui doit être évalué avec on peut évaluer le niveau initial de l'apprenant, et on définit des objectifs professionnels à atteindre. Au préalable, la loi reconnaissait déjà deux modalités de formation qui sont celles qu'on connaît très bien, de la formation en salle, en présentiel, etc. Elle reconnaissait aussi la FOAD, qui est donc la formation à distance à travers les outils numériques. Elle peut dorénavant être également réalisée en situation de travail, et ce qui est une nouveauté. Dans cette expérimentation et dans la loi, le législateur a souhaité mettre en place
expliquer quelles étaient les étapes nécessaires pour constituer de la formation en situation de travail. On peut distinguer à ce titre une phase amont à l'action de formation en tant que telle, qui implique que la structure se questionne, celle qui va mettre en œuvre la formation au sein de son activité, se questionne et s'organise pour pouvoir mettre en place ces actions de formation en situation de travail. Cela se traduit par deux types de diagnostics qui sont nommés, un diagnostic d'opportunité, un diagnostic de faisabilité. Un diagnostic d'opportunité, ça veut dire est-ce que la modalité de formation en situation de production est la meilleure modalité de formation possible pour acquérir ces compétences au vu du contexte? Est-ce que c'est opportun d'utiliser cette modalité de formation? Un diagnostic de faisabilité, c'est se demander avec le fonctionnement de ma structure telle qu'elle est organisée aujourd'hui et les moyens humains, matériels, financiers qui sont à ma disposition. Est-ce que c'est faisable de mettre en place des actions de formation en situation de travail? Et si ça ne l'est pas tout à fait, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre en amont pour pouvoir organiser les choses pour que ça devienne faisable? Ça demande également de désigner au sein des équipes d'une structure qui va mettre en place des actions de formation en situation de travail, de désigner un certain nombre de personnes compétentes, référentes dans cette mise en œuvre. Donc, cela implique l'engagement de la structure en tant qu'organisation et de sa direction, et de désigner des tuteurs de formation, des formateurs, et éventuellement, au besoin, voire même généralement, les accompagner dans leur propre montée en compétences pour qu'ils puissent mettre en œuvre ces actions de formation en situation de travail. Enfin, on va se poser, ou en parallèle, on va se poser la question de son activité professionnelle menée par sa structure, ses activités professionnelles, et il va falloir procéder à une analyse de ces activités pour déjà repérer le potentiel apprenant de ces activités et voir ce qui est nécessaire pour l'adapter à des fins pédagogiques et didactiques. Heu, il est souvent fréquent que le fonctionnement habituel de la structure, telle qu'elle a toujours été, va demander un certain nombre d'ajustements de type organisationnel, ou méthodologique, ou dans les relations de travail, et cetera, pour pouvoir l'adapter à des fins pédagogiques. Ainsi, sur la base de ceci, les structures vont pouvoir aller développer concevoir des actions de formation en situation de travail. Cela demande un travail d'ingénierie de formation, de réfléchir à comment les compétences visées peuvent-elles être acquises à travers la formation en situation de travail. Cela va s'inscrire dans un parcours de formation potentiellement plus global qui peut s'articuler avec d'autres modalités de formation et venir en articulation, en complémentarité avec d'autres modalités de formation. Tout ceci étant prêt, l'action de formation en tant que telle va pouvoir se réaliser, et la loi prévoit qu'elle se déroule selon deux piliers. Un premier pilier qui est une mise en situation de travail, mais pas une mise en situation de travail, celle du quotidien, sur le tas, et cetera. C'est une mise en situation de travail qui est donc préparée, organisée et aménagée à des fins didactiques. Ça demande de l'anticipation, de l'organisation, éventuellement des aménagements pour que les objectifs didactiques puissent être atteints. Ça, c'est le premier pilier de la formation en situation de travail. Ce premier pilier va venir en alternance avec des moments de séquence réflexive
ce qui sont notés ici animés par un tiers, mais pas forcément, un tiers du formateur, en tout cas, c'est l'apprenant avec un tiers, un formateur, ou ça peut être parfois un autre membre de la structure. Cette séquence réflexive vise à rendre l'activité observable, de la décrire, de mettre l'apprenant en situation d'être capable de parler de son travail, de prendre du recul et d'être capable d'analyser les écarts entre la situation de travail telle qu'il a mise en œuvre et telle qu'elle pourrait être mise en œuvre, telle qu'il aurait voulu qu'elle soit mise en œuvre parfois. Et c'est cette réflexivité qui est vraiment très caractéristique de la formation en situation de travail et qui est une condition de réussite et de mise en œuvre importante. La manière dont la réflexivité va être menée dans la structure doit être réfléchie en amont, elle ne s'improvise pas, pour qu'elle soit le plus efficace et en tout cas la plus pertinente possible. Les mises en situation de travail et les séquences réflexives peuvent se reproduire en boucle, hein. C'est pour ça qu'il y a ces petites flèches sur ce schéma, autant de fois que nécessaire. Puisque dans le cadre de la séquence réflexive, on peut aussi estimer s'il est nécessaire de recommencer à pratiquer la situation de travail pour pouvoir aller plus loin dans l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés et auxquels l'apprenant vise. Comme toutes les actions de formation, toutes les modalités de formation, on n'est pas vraiment dans la formation s'il n'y a pas à la fin ou à des étapes intermédiaires des phases d'évaluation des acquis de la formation. Dans le cas de la formation en situation de travail, on n'est pas forcément dans un cadre où, où les acquis sont évalués de manière formalisée, certifiée par un tiers, etc. On peut être dans l'évaluation interne de l'organisation apprenante, de l'entreprise qui met en œuvre la formation, de l'organisation qui met en œuvre la formation en situation de travail. Mais cette évaluation doit quand même être formalisée et réelle. On évalue par rapport à des objectifs et des compétences et des capacités qu'on a décidé qu'on souhaitait atteindre par rapport à un niveau initial. Et on peut donner et échanger sur les résultats de cette évaluation avec l'apprenant. On le voit, cette modalité de formation s'inscrit tout à fait dans en lien avec l'expérience du réseau Chantier École et de la démarche pédagogique outillée, puisqu'il est tout à fait possible d'utiliser les outils de la démarche pédagogique outillée du réseau Chantier École, les livrets de suivi, les attestations de compétences, les guides d'activité, etc., les guides d'apprentissage. Tous ces outils peuvent être utilisés pour venir soutenir la dimension pédagogique des structures et le réseau, dans certaines délégations régionales, a développé des formations permettant de s'approprier la formation en situation de travail à travers la démarche pédagogique des entreprises sociales apprenantes. Donc voilà, ceci est vraiment la base, le socle de ce qu'il y a à savoir pour comprendre ce qu'est la formation en situation de travail. On ne peut que vous recommander un guide qui a été publié par Chantier École Pays de la Loire, qui fait office de sorte de mode d'emploi pour mettre en œuvre de la formation en situation de travail. C'est un guide qui a 2 ans, que vous pouvez facilement trouver sur Internet et dont vous retrouverez les ressources à l'issue du guide qu'on va vous présenter. Vous vous posez aussi peut-être très probablement des questions liées au financement
de tout cela. Il y a de plus en plus de ressources à disposition pour tout le monde, qui sont développées OPCO par OPCO. Chaque OPCO a ses modalités de financement différentes. Ce que je peux vous dire en quelques mots sur le sujet, c'est d'abord vous citer une ressource publiée par Centre Info qui fait un état des lieux des pratiques de financement des OPCO autour de la question de la formation en situation de travail. Vous pouvez aller vous y référer pour aller le consulter. Chantier École organisait la semaine dernière un webinaire lié au financement, pratiques de financement de Uniformation. Donc, vous pouvez aussi aller vous référer à ceci si votre OPCO est Uniformation. Donc voilà pour les ressources préexistantes et en dehors de ce projet. On peut, enfin, il y en a plein d'autres. C'est parfois pas évident de se repérer dans toutes ces ressources. Vous allez pouvoir les retrouver au moins en partie toutes nommées dans le guide qui a été produit dans le cadre du projet que l'on porte. Alors, ce guide, à quoi ressemble-t-il? D'abord, qu'est-ce qu'on a voulu faire à travers ce guide? Ce qu'on a voulu faire, c'est interroger la question de cette formation en situation de travail, en quoi elle bouscule, elle a des liens avec la qualité de vie au travail. Le concept de qualité de vie au travail, il est pas toujours très bien connu et appréhendé par les structures. Il est intéressant de savoir que depuis quelques mois maintenant, la qualité de vie au travail dans la loi s'appelle qualité de vie et des conditions de travail. L'ajout de ce mot conditions de travail, QVCT, dorénavant, vient apporter un éclairage assez important sur qu'est-ce que c'est la qualité de vie au travail. On n'est pas dans une réflexion sur la décoration, l'usage d'un baby-foot, comme on peut avoir dans une vision un petit peu simplifiée de la qualité de vie au travail. Non, là, on est vraiment dans l'idée d'aller interroger la qualité de vie au travail sous ces différents axes, celle des conditions d'emploi et de travail, celle du contenu du travail et celle de la capacité d'action et d'expression. Donc, quand on parle conditions d'emploi et de travail, on parle de charge de travail, d'horaire de travail, voilà, vraiment des conditions. La question du contenu du travail, elle est intéressante parce qu'elle va aller interroger le sujet de qu'est-ce qu'on considère comme étant un travail bien fait. Est-ce qu'on fait des tâches répétitives, absurdes, qui ont du sens, qui n'ont pas de sens, etc. Et comment est-ce qu'il est mis en œuvre? Comment l'organisation du travail va permettre de produire ce qu'on estime être un bon travail? Et le troisième volet est très intéressant également, puisque c'est celui de la capacité d'action et d'expression. La question du dialogue autour du travail, de pouvoir échanger sur la notion du travail et qu'est-ce que c'est le travail bien fait, est aussi primordial dans la notion de qualité de vie au travail. Donc, on est allé interroger cette question-là. Comment la formation en situation de travail s'articule avec la QVT? Est-ce que la formation en situation de travail peut être un levier d'amélioration de la qualité de vie au travail? Pour ça, on est allé interroger des structures qui mettent en place la démarche pédagogique outillée de Chantier École ou des formations en situation de travail ou de la formation de la FEST telle qu'elle est reconnue par la loi. On est allé chercher un panel de structures diverses et variées qu'on est allé interroger. À l'issue de cela, on a donc rédigé un guide en différentes parties. Une première partie qui revient sur ce que j'ai pu vous évoquer là, de la reconnaissance légale des actions de formation comme modalité
de la formation en situation de travail comme une modalité de formation. On vous a outillé avec des choses concernant le financement de la formation, des ressources, etc., sur aussi tout le travail qu'a fait Chantier École sur ces sujets-là. On vous explique plus en détail que ce que je peux le faire dans le temps de ce webinaire, quelques notions sur la qualité de vie au travail, et on essaie de voir quels sont les liens entre les uns et les autres. Et on a pu voir, et donc on est allé interroger quels étaient ces enjeux de qualité de vie au travail pour la formation en situation de travail. On a pu voir qu'elles sont à de très nombreux niveaux dans les relations entre les salariés en insertion, les salariés permanents, les organismes de décision, dans l'organisation du travail elle-même, et dans la valorisation de l'acquisition des compétences au sein de la structure. On est allé interroger du coup 5 structures qui ont bien voulu se prêter au jeu du témoignage. Une à Caen qu'on va pouvoir écouter, dont on va pouvoir écouter le témoignage dans pas très longtemps, 2 en Grand Est et 2 autres en Île-de-France. On a fait exprès d'aller chercher des structures qui ont des pratiques très différentes et des niveaux d'engagement dans la formation en situation de travail différents pour pouvoir vous donner envie pour que les structures qui ne savent pas par quel bout prendre puissent aller voir un panel d'organisations très différentes et voir comment elles ont essayé de démêler ça et mettre ça en œuvre. Dans les principales conclusions du guide, on peut dire que la qualité de vie au travail, c'était pas quelque chose qui en soi était un moteur de l'engagement des structures dans la démarche de formation en situation de production, puisque la fonction de formation dans les SIAE est déjà pleinement prise, et cette notion de qualité de vie au travail n'est pas forcément complètement appréhendée. Pourtant, dès qu'on fait parler les organisations, elles parlent d'elles-mêmes, des évolutions organisationnelles qu'elles ont dû mettre en œuvre, et celles-ci relèvent bien d'une démarche de qualité de vie au travail, et elles ont un impact, elles sont un levier sur la qualité de vie au travail. On le voit sur les compétences, sur les parcours, sur le management et la gestion des équipes, sur les relations de travail, sur le climat social, sur le contenu du travail, et aussi sur la santé au travail, qui fait partie des aspects importants de la qualité de vie au travail. Les actions de formation en situation de travail se révèlent bénéfiques d'un point de vue individuel pour les apprenants, pour les équipes, mais aussi d'un point de vue collectif. Voilà pour la présentation de ce premier résultat de ce travail porté dans notre projet, mené par Chantier École Nationale avec Île-de-France et Grand Est. Un deuxième outil qui a été développé, c'est une grille de prépositionnement pour se situer dans les actions de formation en situation de travail. Alors, je vais tout simplement aller vous la projeter pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors. Donc ça, c'est la couverture du guide Action de formation en situation de travail. Et la grille de prépositionnement AFEST et QVT, elle vise à vous aider à concilier action de formation en situation de travail et amélioration de la qualité de vie au travail dans les structures. On vous propose d'utiliser cet outil en équipe comme une trame, une grille de réflexion. C'est une succession de questions qui reprennent les différentes phases de mise en œuvre d'un projet d'action de formation en situation de travail au regard des différentes dimensions de la qualité de vie au travail. Il y a des espaces réservés à vos réponses
et vous pourrez du coup progressivement, en une ou plusieurs fois, en petits groupes, en sous-groupes, avec vos équipes, en tout cas comme vous l'entendez, prendre le temps de la réflexion sur les différentes parties. Il s'agit vraiment d'une grille de questions que vous pouvez prendre progressivement. Si vous bloquez sur une, pas de panique, vous pouvez passer à la suivante et revenir plus tard sur une question. On est sur une répartition en plusieurs blocs qui va interroger d'abord les commanditaires et les enjeux. Pourquoi vous vous lancez dans la formation, dans cette démarche-là? Ensuite, un second bloc qui permet de faire l'état des lieux, des ressources et des compétences et d'identifier vos besoins au sein de votre structure. Voilà, avec à nouveau, hein, une succession de questions. Vous pouvez au milieu remplir, prendre le temps de remplir ces choses et en petits leviers incitatifs, voir quels peuvent être les impacts sur la qualité de vie au travail à droite. En 3, le troisième bloc, c'est positionner et s'assurer de l'implication des salariés apprenants, puisque, bien entendu, on ne peut pas apprendre quelque chose quand on n'est pas en soi volontaire et directement investi dans ces apprentissages. Et donc, il est donc important de s'assurer que les apprenants sont au bon endroit avec la bonne motivation. Quelques questions pour vous aider à amorcer l'analyse des situations de travail et les aménagements à prévoir pour pouvoir organiser des actions de formation en situation de travail au sein de vos structures. Est-ce que vous avez déjà des outils pédagogiques en place? Ce qui est quand même souvent le cas. Il est important de partir de ce que vous avez, de ce que vous maîtrisez déjà au sein de vos organisations et de les enrichir, les adapter pour pouvoir aller vers ces démarches, vers cette démarche-là. Ensuite, un bloc de questions, vous visant à formaliser la construction du parcours de formation et les différentes, séquences d'actions de formation, en situation de travail. Voilà pour cette avant-dernière partie. Et la dernière 6e partie, c'est les outils et les méthodes pédagogiques que vous souhaitez mettre en place et développer pour mettre en œuvre les séquences pédagogiques que vous imaginez, en s'appuyant sur ce que vous avez déjà et ce qui doit être créé. Voilà. Voilà pour cette grille, en espérant donc vous êtes les premiers à la découvrir aujourd'hui, donc on espère qu'elle vous semble pertinente et adaptée, que vous pourrez vous en saisir. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter le témoignage de Christophe Désert de l'association AIPF à Caen, qui va pouvoir nous présenter sa structure, ce qu'ils ont fait en matière de formation en situation de travail et les différentes choses, les petits différents constats qu'ils ont pu constater au sein de leur structure. Merci. Alors, bonjour à tous. Du coup, je vais me présenter, Christophe Désert. Je suis encadrant à la IPF, alors moi, plus sur Falaise, mais on a une antenne sur Caen, depuis 22 ans. Et voilà, j'ai toujours été proche de la formation et j'ai commencé avec le CQP 2017-2016. Et voilà, on a arrêté. Et il y a, avec mon nouveau directeur, 2020, on a été à une réunion avec Oka Uniformation qui présentait du coup la FEST. Ça m'a semblé voilà, tout de suite intéressant. Et puis voilà, on s'est engagé avec du coup 1001 formations, voilà, qui est un organisme du coup pour nous préparer justement à la FEST.
Notamment, voilà, il y a plein de choses que je pouvais connaître, mais il y avait la phase importante, comme vous l'avez mentionné, de la phase réflexive, quoi. Qui est une position quand même, voilà, totalement différente de ce que je connaissais. Et donc voilà, c'était la préparation des documents, de l'analyse du métier que moi j'avais déjà du coup fait avec le CQP. Donc voilà, c'est un côté pratique, mais après il suffit d'avoir des référentiels, enfin voilà, de préparer, d'analyser, de détailler voilà, les tâches voilà, de n'importe quel métier de toute façon. Sur quelle situation de travail vous avez d'abord, Alors oui, pardon, du coup, on est en jardin espace vert, en fait. Donc, voilà, moi, je travaille sur la tôle, débroussaillage, désherbage, taille huée, taille d'arbustes, etc. mmh Après, c'est aussi de s'adapter, du coup, à n'importe quel métier, en fait. C'est un support qui est pratique puisque, du coup, en situation de travail, dans ma façon de faire, voilà, j'ai 2 collègues, pour le coup. Alors, je suis un peu plus sur la formation, mais au départ, de toute façon, j'avais, mes équipes. Et voilà, on se sert du planning, des chantiers qu'on va faire pour, voilà, instaurer du coup une fest ou 2 avec, voilà, je peux aller jusqu'à 2 salariés et du coup sur le chantier, ils sont prévenus parce que du coup, pareil volontaires, mais du coup, ils doivent être, prévenus, dès le matin avec, voilà, moi j'ai des feuilles, ce qu'on appelle les séquences où est détaillée du coup la tâche qu'ils vont faire. J'en ai 10 comme ça sur voilà, les différentes tâches de ce que j'ai cité. Et ils doivent se sortir du coup en formation FEST. C'est important de savoir que cette demi-journée, ces 4 heures, ils sont en formation, de façon à pouvoir eux-mêmes analyser ce qu'ils font, mais se mettre en mémoire voilà, le travail qu'ils ont pu faire, les problèmes qu'ils ont pu avoir, comment ils ont pu les résoudre, etc. Auquel cas, du coup, tout ça, on en reparlera après sur l'analyse réflexive que je fais. Hein, du coup, moi, je suis voilà, j'ai pris le truc du coup d'être référent à FEST, mais j'ai mes collègues, voilà, qui sont du coup ce qu'on appelle le formateur expert, voilà, qui travaillent parce que ça implique aussi d'avoir la même façon de travailler, donc d'uniformiser du coup le travail de chaque encadrant en fait. C'est important aussi pour la structure, ça amène beaucoup de choses. Et donc voilà, après et une par fois la quel moyen séance. vous avez uniformisé, les pratiques du coup? Enfin, par quoi ça se traduit concrètement? Alors en fait, c'est assez particulier parce que j'ai des collègues que j'ai eus comme salariés en fait. Il y a eu des voilà, dans la vie comme ça depuis quelques années, des départs et autres. Et c'est des salariés qui étaient montés en compétences, à qui, j'ai mon collègue qui est plus sur la mécanique, mais que j'ai, voilà, qui a fait le CQP avec moi. Et donc, dans les normes de façon de vraiment de travailler, de faire de la débroussailleuse, de la tonte ou du taillé, ou ce que voilà, chacun pourrait savoir parce que fait son jardin, mais il y a certaines normes à respecter de façon à travailler bien, rapidement et de façon esthétique. Et c'est des petites choses voilà, qu'on apprend et qui permet avec notamment la FEST maintenant de finaliser, du coup d'aller dans on va dire dans le détail quoi, en fait. Et l'autre collègue, c'est un peu pareil. J'en ai à Caen, c'est aussi d'avoir voilà, ces mêmes méthodes. Et c'est une analyse que fait le référent. Voilà, il y a une grille, et puis c'est de parler du coup de comment il produit, et de façon à ce qu'on utilise les mêmes méthodes, quoi. Parce que je fais aussi des salariés sur Caen, et c'est important aussi qu'ils aient le même enseignement sur la pratique, de façon à travailler tous ensemble. Et ça amène aussi, donc elle a fait ce qui amène des compétences aux salariés, etc. Mais ça amène aussi une compétence supplémentaire à la structure du fait de travailler tous ensemble, quoi, de la même façon. Et du coup, les salariés ne sont pas perdus, quoi, en fait. Sur les séquences, du coup, moi, c'est voilà, détaillé étape par étape, avec évidemment la sécurité. On remet, façon comme dans n'importe quel métier, on remet bien la sécurité, les EPI. Chez nous, et voilà, il y a des distances de sécurité, par exemple, ou de maniement de la machine. Donc, vous avez à chaque fois, voilà, sur la sécurité, les EPI, et puis étape par étape sur la tâche, voilà, qu'il doit accomplir. Quel cas on peut revenir, c'est voilà,
ça dépend du niveau de la personne, voilà, qui doit prendre ça à la lettre. Et puis après, au fur et à mesure de plusieurs séquences qu'on peut répéter, que c'est vu, voilà, c'est soit acquis, soit pas acquis, jusqu'au niveau de pouvoir transmettre. Et donc, on peut revenir dessus. Voilà, elles sont numérotées autant de fois jusqu'à ce qu'on arrive, du coup, au résultat. Et puis, l'analyse réflexive, voilà, derrière, c'est de discuter du coup avec le salarié qui doit amener du coup son auto-évaluation en fait sur comment il fait. Et alors c'est là où la position d'encadrant est différente parce que moi j'ai toujours, même avec le CQP, en disant voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et on va dire, je jugeais directement. Et du coup, le salarié rectifiait quoi, par rapport à ce que je disais. Là, c'est l'inverse. C'est de demander aux salariés comment s'est passée du coup la production, quels ont été les problèmes, comment il s'est organisé. Et voilà, c'est de le faire parler, c'est de poser des questions, disons, pour diriger parfois, mais de ne pas amener les réponses en fait. C'est aux salariés de voir les réponses et automatiquement, voilà, ça fait quasi 2 ans, automatiquement le salarié, du coup, est vraiment acteur de sa formation, voit son évolution et ça fonctionne en fait. L'évolution du fait qu'ils prennent en cause tout ce qu'ils peuvent faire, les défauts qu'ils peuvent faire, comment ils auraient pu améliorer. Du coup, ils voient comment son évolution d'une séquence à l'autre. Et on peut aussi, voilà, si la personne est débutante, j'ai pu avoir, ça n'empêche pas dans la formation AFET, du coup, de donner voilà, des indications, de donner la formation classique, on va dire, en même temps. Je peux le faire en tant que formateur, puisque je fais aussi voilà, sur mes propres chantiers, et pouvez aussi voilà, donner plus d'indications sur la première séquence, parce qu'il ne connaît pas assez, au moment de l'analyse, en fait. C'est un début, et on s'aperçoit très vite qu'à la deuxième, troisième, on a beaucoup moins de choses à dire et que c'est le salarié, du coup, qui va exprimer tout ce qu'il a fait, quoi. Et du coup, vraiment réaliser son évolution, en fait. Voilà, j'ai été surpris par ça, en fait. Vraiment par rapport à ce que je faisais avant sur cette méthode où il y a une montée en compétences qui est réelle. Et du coup, ce changement de posture du formateur pour vous, est-ce que vous avez été accompagné par votre organisation pour pouvoir, le changer, enfin, pour pouvoir Alors, changer ça, acquérir des pour le compétences? coup, Comment ça s'est passé? on n'a pas pu le faire, j'ai fait tout seul parce que c'est tombé sur la période Covid et que du coup les rendez-vous étaient compliqués. On a pu le faire voilà, soit par téléphone et qu'on a eu moins de réunions, on va dire, voilà, sur place que prévu. Par contre, on s'en aperçoit tout de suite, voilà, j'avais vraiment l'indication de ne pas dire les choses et que voilà, les premiers, de toute façon, j'ai été clair avec eux que voilà, j'étais dans l'expérimentation et que voilà, fallait que je m'habitue. Et voilà, je me suis un peu planté au début parce que je disais trop de choses. C'est vraiment quelque chose, voilà, avec une telle habitude de dire voilà, les choses et voilà, d'analyser puis de vraiment donner les réponses. Il faut quelques séances réflexives voilà, pour s'habituer à laisser parler le salarié et se mettre en retrait. Mmh. C'est une pratique qui vient assez vite quand même. Et c'est vrai qu'au début, voilà, on va dire les réponses avant le salarié, quoi, en fait. Et on s'en aperçoit pour le coup. Donc voilà, on revient assez vite et voilà, il faut quelques séances pour s'habituer à se mettre dans une autre position et se réprimer du coup de ne pas dire voilà, la chose, mais d'amener le salarié, par contre, à donner ses réponses, quoi, en fait. Donc voilà, c'est un petit jeu de. Un élément important dans la formation en situation de travail, c'est la question du droit à l'erreur pour les salariés quand ils sont en formation. C'est-à-dire l'idée de bah, on est en train d'apprendre, donc c'est normal qu'on ne sache pas déjà réaliser une tâche. Est-ce que c'est quelque chose qui est, que vous formalisez, que vous indiquez d'une manière ou d'une autre aux apprenants? Comment ça se traduit dans vos structures? Est-ce qu'il y a
supports, enfin des activités que vous avez écartées sur lesquelles vous ne faites pas de formation parce que vous savez que là, ça ne va pas être possible d'exercer ce droit à l'erreur? Alors, il y a des situations, oui, où il faut, voilà, sur certains chantiers, on va devoir faire attention et que, voilà, tout n'est pas forcément, possible de mettre, dans une séquence, à moins d'être à un certain niveau et donc, voilà, de pouvoir évaluer, c'est du coup, on voit ça suivant la personne. Ensuite, effectivement, le droit à l'erreur, il y est, tout le temps, de toute façon, que ça soit dans la formation classique, heu on estime, voilà, chez nous, de toute façon, le droit à l'erreur, c'est tout le temps, 24 heures sur 24. Y compris pour nous, hein, d'ailleurs, hein, j'estime et c'est ce que j'en pense, c'est que même en tant qu'encadrant, que référent, voilà, on a aussi, le droit à l'erreur. Mais, d'autant plus, voilà, les salariés et justement, c'est comme FES, voilà, qui peuvent poser problème sur une production où il peut avoir une erreur. Voilà, c'est l'occasion d'en parler. Chez nous, c'est jamais des erreurs, voilà, irréparables de toute façon, c'est des mauvaises, façons de produire, à la limite, mais voilà, qui ne posent pas de problème. Puis nous, on est en groupe. De toute façon, les personnes sont jamais seules. Ils sont seuls sur une tâche, voilà, ils vont faire, un morceau de haie, par exemple, ou une tonte, voilà, tout seul et voilà, s'il y a un retard ou autre, de toute façon, nous, on travaille en équipe, quoi. Généralement, hein, dans les structures, c'est rare d'avoir qu'un seul salarié sur une production. Donc, il y a moyen de rattraper des fois. Heu, Généralement, de toute façon, j'ai des personnes quand même, voilà, qui ont déjà, du coup, travaillé chez nous, voilà, qui ont été pris en fesse, à un moment donné. Parce qu'après, comme il y a des, voilà, des dates, on peut pas, voilà, je peux pas mettre un salarié du jour au lendemain. Il y a une préparation avec, notre CIP. Il faut en parler aussi dans le sens, voilà, je travaille pas tout seul. Je travaille certes avec mes collègues encadrants, mais je travaille aussi avec la conseillère, voilà, qui me prépare du coup les dossiers avec, la demande de financement, avec une information. Nous, on est à, voilà, sur l'ensemble, ça a été pris sur une moyenne, hein, avec, les salaires des encadrants et on a une estimation, nous, à 18,44 de l'heure. Donc, voilà, sur une formation, moyenne de 135 heures par, salarié sur mes 10 séquences. Donc, voilà, c'est plus ou moins à tenir, j'en fais, 4 à 5, par semaine. Alors après, voilà, ça fait 2 ans, j'aime ça et donc, j'ai la possibilité de ceci dit, une feste, pour ceux qui commencent, voilà, faut pas en prendre 36. Faut avoir, simplement, 2-3 séquences, voilà, sur un métier, sur une production qu'on connaît bien pour l'encadrant. Voilà, 2-3 séquences suffit. Je dirais 2-3 salariés, de façon à pouvoir, s'entraîner, s'informer et d'avoir une certaine routine. Et c'est qu'après, voilà, faut pas prendre l'ensemble au départ, à moins d'avoir une très grosse structure, mais de mon point de vue, voilà, faut pas prendre dans son ensemble, tout ce qu'on peut faire dans notre métier. J'ai commencé, moi, au tout début, que le taille-huée, quoi, avec 3 séquences, puisque sur une haie, pour dire, voilà, on fait les côtés, le dessus et puis entièrement, avec le nettoyage souffleur. Mmh. 3 séquences et puis, je devais avoir 3 ou 4 salariés, voilà, pour m'entraîner, pour se mettre en route, pour comprendre la mécanique, comment que ça fonctionne et puis après, une fois que c'est en route, on monte du coup, le nombre de salariés. Et comment vous avez, géré au sein de votre structure le fait que l'ensemble des salariés en parcours ne bénéficient pas du parcours, de la formation, des séquences, de FEST? Alors après, potentiellement, on pourrait effectivement se dire que tout le monde, pourrait être, dans la FES. Alors techniquement, au niveau temps, je pourrais pas. Mmh. Parce que du coup, entre corps et falaise, voilà, il y a 60 salariés. Donc, même, je crois qu'en faisant que ça, ça pourrait être compliqué au niveau, en plus quand en falaise, je vais à Caen, mais, voilà, avec les déplacements, le temps, voilà, ça pourrait être difficile. On a 2-3 personnes qui sont, là pour, la retraite en fait. Voilà, on les dispose pas alors qu'ils peuvent être référents chez nous, mais voilà, qui vont avoir le permis, qui servent, voilà, de chauffeur et puis certaines missions, mais voilà, qui ne recherchent pas, forcément le travail.
Donc, je n'irai pas faire de la feste juste pour faire de la feste, en fait. J'estime que voilà, c'est de la feste, du coup, pour certains salariés voilà, qui peuvent avoir besoin alors, donc, de peaufiner, du coup, vraiment le métier d'espace vert, en fait, ou sur d'autres métiers. J'ai eu un gars, un des premiers, voilà, qui voulait travailler dans les pompes funèbres. Et j'avoue que j'ai dû avoir un peu de réflexion dans le sens, comment je vais amener la feste, en faisant le jardin espace vert et la séquence était du taillé à, pompes funèbres, et travailler là-dedans, quoi. Et en fait, c'est voilà, j'ai repris sur, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir les compétences, transférables dans tout ça et c'était de voir ce voilà, quelqu'un qui était assez calme, voilà, qui travaillait, facilement quand même en groupe et voilà, vous amener puisque bon, pour avoir été à des enterrements, pour avoir observé, ça, voilà, il y a quand même une façon d'être et un savoir-être, voilà, qui était, voilà, que j'ai transposé du coup, voilà, aux salariés. Et après, ça peut être n'importe quel métier dans le sens où on entretient des machines, comment on fait, voilà, les EPI, tout ça, de reconnaître qu'est-ce qu'il faut comme EPI, c'est aussi de savoir se poser des questions en fait quand on va dans une entreprise. Et c'est de les amener aussi, parce que nous on est dans Sève Emploi, donc c'est aussi de les amener à se préparer et à réfléchir une fois qu'on est dans l'entreprise, de se poser les bonnes questions. Nous, on n'a pas forcément ce qu'il nous faut, mais eux doivent savoir comment obtenir ce qu'ils ont besoin, quoi, en fait. Pareil, on est dans aussi avec l'AFPA, je suis dans le RSFP, reconnaissance des savoir-faire professionnels. Voilà, reconnu aussi avec l'État, la DETS et puis l'AFPA. Et donc avec jury, attestation portefeuille et attestation, on a fait 3 là au mois de juin, j'en fais 3 là au mois de décembre. Et moi, ils sont automatiquement dans la FEST. Il y en a un que j'ai remis dedans de façon à pouvoir enseigner précisément tous les éléments que j'avais besoin pour les attestations de l'AFPA. Et la FEST a ce pouvoir du coup de vraiment de formation interne de notre métier et qui sert du coup, voilà, va servir au CQP, voilà, aux différents modules de formation qu'on peut faire. Et est-ce que, pour, certaines personnes qui sont passées dans le parcours AFEST, chez vous, passer par la formation en situation de travail, ça a été un moteur pour leur donner envie d'aller plus loin, dans la formation professionnelle, de reprendre une formation, par ailleurs après leur passage dans le chantier, par exemple? Alors, certains se sont retrouvés, oui, en commune. Ça sur, l'ensemble, du coup, ça fonctionne assez bien. J'ai les 3 là, du coup, voilà, qui étaient dans la FES et RSFP qui est passé en juin. Donc mon directeur voulait que je continue, j'en fasse d'autres. On avait 2 sessions à faire, on est en expérimentation cette année et 3 à Caen et j'ai pas pu parce que les 3 premiers ont voulu continuer. On avait fait juste, du coup, de la tonte et des brousaillages et m'ont demandé, une fois les attestations, enfin voilà, que c'était reconnu et autres, ils ont voulu continuer. Donc moi, j'ai pas dit non. J'ai discuté avec mon directeur et voilà, Ça donnait envie, ça quoi. les forme, ça les rassure parce que j'avais un salarié qui était voilà, pas trop dans la parole et voilà, qui s'exprimait pas plus que ça et en tout cas, surtout pas sur le métier à présenter. C'est quand même quelque chose, voilà, qui est pas évident pour tout le monde, mais qui a amené du coup vraiment à parler, à discuter et la FES permet du coup, du fait de discuter, de parler et de s'exprimer, vous change quand même un salarié voilà, qui ose pas et voilà, qui a des problèmes d'écriture et autres, mais voilà, qui peut écrire suffisamment. Après, c'est quelque chose, voilà, s'il y a un problème d'écriture et autres, vous le faites vous-même. Les phrases, voilà, il y a, parce que moi, sur la réflexive, voilà, j'ai un document où ils écrivent, il y a certaines questions, de comment ils ont procédé, genre de choses, et donc, voilà, il y a de l'écrit. Voilà, que eux font parce que jusque-là, j'ai eu personne, voilà, qui ne savait pas écrire, peuvent mal, mais du coup, c'est de rassurer, en fait. Voilà, ils font des fautes, il faut des mots. Des fois, j'écris le mot, par exemple, et au pire, quelqu'un qui ne saurait pas écrire, vous le faites à sa place, mais vous dictez, enfin, vous écrivez ce qu'il dicte. Et c'est des choses qui aussi améliorent les choses parce que
Là, le salarié, du coup, ils font des demandes, des stages, comme on est aussi nous dans le début, et on sent qu'ils sont plus en avant, quoi, que les autres. Ils sont plus rassurés et ils acquièrent des compétences qui sont révélées, en fait. Et puis, je trouve qu'ils sont plus, comment dire, ils vont plus en avant, ils sont plus motivés, en fait. Et une dernière question pour finir, et puis si vous voulez ajouter quelque chose, vous n'hésiterez pas. Quel a été pour vous le poids et le rôle de la direction ou de l'équipe de direction pour pouvoir mettre en place des actions de formation en situation de travail? Alors, faut pas se cacher, si vous n'avez pas la direction derrière vous, c'est pour moi du quasi impossible. J'ai commencé sur, on m'a toujours donné l'accord. Après, bon, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, voilà, on commence avec le CQP, avec d'autres. J'ai commencé avec les essentiels, hein, de tout ça, suivi par Chantier École. Et voilà, on m'a laissé faire parce que j'étais passionné autre. Quelque chose comme la FEST, voilà, ce genre de choses, il vous faut la direction, quoi. Ceci dit, c'est aussi de comprendre l'impact que ça peut avoir, quoi, sur la montée en compétences, des salariés, mais aussi la montée en compétences, des encadrants, des CIP sur, voilà, sur ce côté, formatif, formation. Les encadrants ont tendance à oublier qu'ils sont formateurs, hein. Voilà, ils sont dans la production, ils ne se rendent pas forcément compte, voilà, qu'ils sont aussi formateurs. Après, c'est simplement un problème de structuration, en fait, dans la formation, qu'on fait facilement oralement, mais qui peut être aussi établi, voilà, en quelques lignes. Et tout ça est une montée en compétence aussi de la structure. C'est ce que j'aimais, c'est ce qui me plaît aussi, voilà, en travaillant avec Chantier École. Euh, j'ai fait une formation là pour les encadrants EPSP, CQP. Voilà, c'est d'amener aussi la structure, voilà, à un niveau supérieur, donc pas simplement de produire, voilà, que ce soit hein, du linge, de la menuiserie, de l'espace vert, enfin n'importe quel métier, mais d'aller au-delà, en fait, dans la formation, de monter en compétences, mais tous les salariés, tous les permanents d'une structure, et donc de la structure elle-même. D'accord. Bah, merci beaucoup, Christophe, pour ce très riche témoignage. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Elisa, si elle est là, peut-être pour la suite de ce webinaire. Merci Alice, merci Christophe pour ce témoignage. On va donc poursuivre avec une interview de Madame Annie Ullmann, qui est donc chercheure au CNAM de Paris. Madame Ullmann, je voudrais déjà vous remercier de la part du réseau Chantier École de nous avoir accompagnés durant ce projet et aussi d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. J'aimerais dans un premier temps vous demander sur quels aspects de la qualité de vie au travail nos structures pourraient facilement progresser et quels outils ou formes d'accompagnement pourraient favoriser leur démarche d'amélioration de la QVT? Ah, question un peu globale. Il y a plusieurs points, si vous voulez, qui me semblent importants. C'est d'abord de bien intégrer la question de cette formation en situation de travail dans une démarche globale de QVT. Parce que, comme l'a montré Monsieur Désert, on voit bien que ça joue sur l'ensemble des acteurs, mais d'une part dans leur manière de procéder, dans leur capacité à développer des dialogues avec les professionnels, mais aussi ça joue sur les manières de produire, ça joue éventuellement sur un développement de la production plus large. Et donc, c'est bien d'envisager cette modalité de formation comme une modalité de progression pour l'ensemble de la structure. Alors, les outils peuvent être divers. On peut avoir évidemment les moments d'AFEST proprement dit, où on fait travailler un apprenant très concrètement sur une activité, la taille de la haie, là, comme on nous en a parlé à l'instant. Mais ce qui me semble, c'est que par exemple, le diagnostic que vous avez présenté tout en début, c'est aussi un moyen de travailler ensemble sur qu'est-ce qui se passe dans notre structure et donc de s'interroger d'une manière plus globale sur
c'est quoi nos axes de progression, c'est quoi les questions qui vont se poser à nous à moyen terme, et prendre ce temps pour penser sa propre activité de travail sur la base effectivement d'un questionnement qu'on partage, qu'on échange, contribue à développer ces réflexions de qualité de vie au travail plus globales. Donc, moi, il me semble qu'il ne faut pas, dans une approche de qualité de vie au travail, qui se veut une approche très globale, qui n'est pas effectivement, comme vous l'avez rappelé au début, que les conditions de travail, mais les conditions du travail, ce qui n'est pas tout à fait pareil, qui intègre également les questions de santé, les questions de relations sociales. Donc, quand on a cette approche-là, effectivement, on peut s'apercevoir que les outils les plus pertinents sont les outils de dialogue et de partage que l'on a avec les collaborateurs pour réfléchir au développement de sa propre activité, mais aussi au développement de la structure. C'est un peu là-dessus que j'insisterai, c'est-à-dire que les outils peuvent être multiples dès l'instant qu'ils mettent en dialogue un certain nombre d'acteurs sur les raisons pour lesquelles on procède comme ça, éventuellement si on ne pourrait pas développer d'autres dimensions, si on ne pourrait pas s'interroger sur les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, prendre le temps de penser. Et de ce point de vue-là, vous voyez bien que la séquence réflexive qui est mise en avant sur les AFEST, c'est aussi ce que se mettrait, aurait tendance ou aurait nécessité à se mettre en place si on travaille dans une démarche globale de qualité de vie au travail. Voilà. D'accord. Donc pour entrer en QVT, finalement, on amène les acteurs à discuter, à réfléchir du travail. À réfléchir du travail, à se poser des questions sur comment ça se passe au travail, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui aujourd'hui est en train de changer. Voilà, ce sont ces questions-là sur lesquelles, si on ne s'interroge pas collectivement, on risque pas de trouver des réponses qui conviennent à tout le monde ou qui, en tous les cas, sont des réponses à construire. Les choses n'existent pas en tant que telles, elles sont à construire. Pour les construire, il faut au moins qu'on prenne le temps déjà de les identifier et donc de travailler sur qu'est-ce qu'il est important de mettre. C'est pour ça que la grille de diagnostic que vous avez présentée dans votre introduction au webinaire me paraît tout à fait centrale pour entamer une démarche de qualité de vie au travail. D'accord. Ça me permet de rebondir parce que monsieur Désert aussi disait qu'il était important que la direction suive et soutienne ces projets-là. Comment est-ce qu'on peut convaincre nos directions de structure de l'intérêt d'entrer dans une approche QVT lorsqu'elles souhaitent mettre en place une action de formation en situation de travail? Alors, je procéderai à l'inverse, c'est-à-dire c'est pas qu'on souhaite mettre en place une action de formation en situation de travail, le point d'entrée, c'est qu'il y a une raison, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un problème RH, il y a un problème de reconnaissance de métier, il y a un problème de développement de l'activité, il y a des interrogations sur le devenir, il y a des problèmes de turnover, de transformation des manières de travailler. C'est ça qui est le point d'entrée. C'est ça qui finalement peut trouver des modes de résolution, peut-être, avec une formation en situation de travail. C'est pour ça que c'est très important de ne pas prendre le problème à l'inverse. Je veux faire de la formation en situation de travail, au fait, pour répondre à quoi? Non, c'est l'inverse. Il y a un problème, c'est souvent un problème RH global, hein, éventuellement un problème de relations sociales, un problème de climat qui se détériore, etc. Alors, dans quelle mesure, en nous interrogeant sur ce qui se passe au travail, une action de formation en situation de travail pourrait être un levier pertinent. Donc, c'est vraiment en procédant à l'inverse. Et le point d'entrée, mais j'aurais envie de vous dire, ça, c'est le point d'entrée de toute ingénierie. On ne fait pas une ingénierie de formation en disant on va faire de la formation. On met en place une ingénierie de formation pour répondre à une question pour laquelle la formation peut avoir effectivement des effets intéressants. Donc, d'où l'intérêt d'être peut-être dans un diagnostic préalable au sein de la structure et voilà, dans un diagnostic. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de faire un diagnostic qui nous prend 3 ans pour l'avoir de façon exhaustive.
On peut simplement se donner des éléments de diagnostic pour comprendre quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre, hein, ou quelque chose à améliorer, qui fait que peut-être qu'en travaillant sur une formation en situation de travail, sur une AFEST, alors on pourrait, en tous les cas, avoir des éclairages sur la question. Et alors, comment la mise en œuvre d'une AFEST pourrait justement favoriser l'amélioration de la qualité de vie au travail pour les salariés en insertion et les salariés permanents dans nos structures? Peut-être que c'est utile de reclarifier les notions d'action de formation en situation de travail et de formation en situation de travail au Ah oui, préalable, alors même si Alice ça, l'a un petit ça peu me fait au paraît début. un préalable important. Parce que, évidemment, et les chantiers d'insertion le savent, le travail forme. Autrement, les chantiers d'insertion n'auraient pas. Voilà. Le travail forme, mais pas systématiquement, pas naturellement et pas toujours. Voilà. C'est-à-dire que de temps en temps, je n'oserais pas dire ça dans les chantiers d'insertion, mais de temps en temps, le travail déforme. Ou voilà, de temps en temps, le travail n'est pas du tout formateur. Donc, on ne peut pas se dire on n'a qu'à mettre les gens au travail pour qu'ils se forment, c'est pas vrai. C'est pas si simple que ça. C'est pour ça que la notion d'action de formation en situation de travail, elle vise bien à mettre en avant qu'on peut utiliser les ressources du travail pour l'apprendre et pas simplement pour s'en laisser imprégner, y compris pour acquérir des défauts. Ou faire ou ne pas prendre conscience des risques que l'on engage pour soi ou pour autrui en faisant le travail sans l'avoir bien anticipé, compris, analysé. Donc ça me paraît extrêmement important. Une FEST, F-E-S-T, n'est pas une AFEST, au sens où la FEST, elle va exiger de la part des acteurs une formalisation un peu plus grande. Et d'ailleurs, si dans la loi, l'AFEST rentre dans le cadre des formations formelles, hein, au même titre que les stages, c'est parce qu'effectivement, il y a bien quelque chose d'une formalisation importante à apprendre. Donc ça, je crois que c'est très important. Après, pour démarrer effectivement une AFEST, il faut bien se positionner sur est-ce qu'il y a des situations de travail sur lesquels, effectivement, il y a des éléments importants à maîtriser dans l'apprentissage d'une personne. Je crois que tout à l'heure, M. Désert soulignait la taille des haies. Dans la taille des haies, il y a plusieurs temps, hein, il l'a très bien identifié. Il y a le dessus, il y a voilà, la partie latérale, il y a le soufflage. Donc, ces éléments-là, regardons-les de près pour voir ce qu'il faut y apprendre. C'est là-dessus qu'il faut se pencher. Et c'est très important de le faire avec une certaine précision, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de dire on fait de la taille de la haie. Non, on apprend véritablement un certain nombre de processus de travail précis. Mais à la différence d'un apprentissage dans une salle de formation ou en simulation, c'est qu'on apprend dans un vrai contexte et que le contexte fait que ça va forcément obliger à adapter, ajuster, conformer différemment sa manière de faire. Et donc, c'est ça qui est important, c'est quels sont les éléments que je prends en compte dans ma manière d'agir pour produire le résultat le plus intéressant et en même temps celui sur lequel je ne prends pas de risque pour moi ou pour autrui, celui sur lequel j'agis d'une certaine manière conforme aux attentes de la structure. Voilà, c'est là où il y a véritablement un travail. Alors du coup, l'analyse du travail de ce point de vue-là est importante, sans rentrer dans un découpage de la tâche, qui ne sert absolument pas ici, mais plutôt dans les visées. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Et peut-être d'avoir conscience qu'il y a plusieurs visées dans une même activité. Donc, comment est-ce qu'on les hiérarchise? En fonction de quoi? Donc, c'est ça qui paraît important à apprendre et qui ne se fait pas naturellement
quand on est en situation de travail. Hein. C'est bien important de l'AFEST, c'est bien une action, on va prendre le temps pour ça. Merci. Alors, on va justement avoir la nécessité d'analyser le travail et comme vous le savez, dans nos structures, on a un travail qui a une définition un petit peu spécifique puisque, on le définit comme un support d'apprentissage. Est-ce que, selon vous, ce travail tel qu'il existe dans les structures, il peut être instrumentalisé à la fois au service de l'action de formation situation de travail et de l'amélioration de la QVT? Quels seraient ses atouts? Bah, évidemment, mais je pense que c'est un point d'entrée qui est tout à fait intéressant, pour 2 raisons. Parce que quand on commence à regarder le travail de près, heu, on ne travaille pas simplement sur la question de la procédure et des protocoles. On commence aussi à regarder, les raisons pour lesquelles on le fait de cette manière-là. Et les raisons pour lesquelles on le fait de cette manière-là, ça interroge le sens, ça interroge la pertinence, ça interroge les acteurs qui devraient être mobilisés ou avertis. Ça interroge, éventuellement des développements ultérieurs, hein. On fait la taille de la haie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire aussi d'autres activités qui seraient, voilà. Et donc, finalement, quand on commence à regarder un élément du travail et qu'on l'analyse, on le tire vers quelque chose de beaucoup plus large et macro, sur lequel, bien évidemment, on tout le monde peut avoir un avis, tous les avis ne sont pas forcément convergents et pertinents, et cetera, mais ce qui est important, c'est de les débattre et là, on rentre complètement dans, ce que c'est que la qualité de vie au travail. Parce que, la qualité de vie au travail, c'est aussi pouvoir débattre de la manière dont je prends en compte mon activité, je lui trouve du sens, je n'adhère pas ou j'adhère à ce qu'on me demande, mais je dois aussi pouvoir m'en expliquer, je dois aussi pouvoir comprendre, et c'est aussi, découvrir toutes les astuces, toutes les ruses que les personnes mettent en œuvre pour arriver à bien faire ce qu'elles font. Donc là, on est en plein dans la question de la QVT parce qu'on est en plein dans le travail, l'échange sur le travail et le développement de l'activité de travail avec d'autres acteurs, d'autres collègues, voilà. Donc là, on est vraiment au cœur même de ce qu'on pourrait appeler la QVT, qui joue beaucoup, de mon point de vue, sur la reconnaissance et donc la motivation des personnes. C'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser à mon travail, qu'on commence à m'écouter sur les raisons pour lesquelles je procède comme ça, même si ce n'est pas les raisons pour lesquelles il est attendu que je procède comme ça, on est en train de faire attention à ce que je fais et donc du coup d'être reconnu dans la manière dont je mets en œuvre mon travail. Et cette reconnaissance dans le travail est au fond la reconnaissance qui est la plus attendue des professionnels quand ils sont dans leur milieu professionnel. Et donc ça relève complètement de la qualité de vie au travail. Si chacun est reconnu pour ce qu'il fait ou sait qu'il peut débattre de ce qu'il fait avec d'autres, il y a de chances, mais ce n'est pas des chances, c'est qu'on le constate, à ce moment-là, les gens se sentent mieux dans leur travail. Il y a moins de turnover, il y a moins d'accidents, il y a moins d'arrêts de travail. Et puis, il y a aussi sans doute moins d'erreurs, de problèmes de ce type-là. Un grand merci pour ces éclairages. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des mains levées. On avait prévu un temps d'échange pour terminer ce webinaire. Alice, si tu souhaites. Ouais, je vois que Christophe veut intervenir ou réagir peut-être à ce qu'a dit Annie Zulman. Est-ce que Christophe, tu es toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. Vous m'entendez? On t'entend, Oui. très bien. Oui, alors c'est juste par rapport à, voilà, j'adhère, mais à 200% de ce que vient de dire Annelise, en fait. Hein. On est vraiment dans tout ça, en fait. Et que la FEST, justement, permet aussi
dans le sens des gestes et postures. Voilà, c'est aussi pas simplement la tâche, comme on parlait de tailler, mais il y a certaines choses qui permettent justement de faire attention à sa posture, à son corps. Et c'est aussi quelque chose qui est très important à prendre en compte dans chaque morceau de séquence qu'on peut donner. C'est aussi, voilà, donner aussi quand même du bien-être dans la façon de procéder, de faire les choses bien. Et il y a aussi derrière une amélioration de bien faire son travail. Et alors on va pas dire d'être heureux, mais de le faire sereinement et bien. Que ce soit pour les salariés, mais pareil pour les encadrants et la structure. Voilà, c'est aussi ce côté quand même positif d'amener le travail et la formation de cette façon. Tout en voilà, on fait des gestes et postures. Nous, on a avec la Croix-Rouge, on fait des gestes et postures, mais sur chantier, en fait. Voilà, je trouve ça formidable parce que du coup, bon, on est en situation de travail de la même façon. Et c'est de montrer, de prouver aussi, voilà, ces gestes et postures, voilà, qui peuvent paraître des fois un peu rébarbatifs et puis embêtants. Mais voilà, on impose du coup, on montre directement le pourquoi et le comment, et que de façon à ce que les salariés se sentent mieux, quoi, en fait. Et c'est vrai que c'est un discours, voilà, d'ensemble. Le QVT, je pense, amène, enfin, vient naturellement, on parle de ça, mais il y a aussi des améliorations, quoi, dans le matériel, dans la façon de faire, les EPI, et puis la façon de procéder. Il y a une interaction, je trouve, oui, sur les deux. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Vous pouvez lever la main, puis je vous donne le micro, normalement. Il suffit de faire ça. Non, peut-être pas forcément. Moi, j'avais une petite question, mais je ne sais pas si je pose une colle. Est-ce que, Madame Ullmann, vous avez d'autres exemples en dehors du monde des SIAE d'organisations qui se posent la question du lien entre action de formation en situation de travail et qualité de vie au travail? Et est-ce qu'elles sont traversées par les mêmes questions que ce qu'on a pu évoquer, ou est-ce qu'il y a des différences? Alors, bah, non, il y a beaucoup de enfin, en fait, dès l'instant qu'une organisation, se met, à réfléchir à comment résoudre, un problème, interne avec, les AFEST, elle tombe assez vite sur les questions globales de qualité de vie au travail. Alors par contre, celles que j'ai pu suivre ne le nomment pas forcément comme tel, hein, voilà. C'est-à-dire que c'est pas forcément nommé comme tel, qu'on dise, c'est en lien direct avec la qualité de vie au travail. Mais ça répond à des mêmes questionnements. J'aurais tendance à penser que les chantiers s'intéressent beaucoup, mais depuis longtemps, à la question de la qualité de vie au travail, et donc forcément trouvent dans ce travail sur les AFEST un écho à des préoccupations qui sont présentes depuis longtemps. Dans d'autres structures, ce n'est pas forcément le point qui était aussi important, mais ça arrive à ramener ça. Voilà. C'est pas, le point d'entrée n'est pas forcément le même. Et, après, j'aurais tendance à penser, par exemple, que développer une organisation apprenante, où finalement tout le monde apprend en permanence, échange, etc., ce à quoi finalement va aboutir aussi très fréquemment des AFEST, relève de cette qualité de vie au travail, c'est-à-dire ça relève de cette dimension globale. Mais c'est vrai que les chantiers d'insertion sur cette question-là sont un peu pionniers. Ça fait longtemps que dans les chantiers d'insertion, la question de la qualité de vie au travail est présente. Donc ça fait écho à ces logiques-là. Merci. Je vois une main levée pour Adeline. Je vous autorise le micro. Normalement, ça devrait être bon. Vous pouvez allumer votre micro, Adeline. Oui? Non? Pardon.
Non, ça ne fonctionne pas. Alors, normalement, il faut que ça soit de votre côté, vous pouvez activer votre micro. Moi, je vous ai autorisé à l'activer. Et je pense que vous pouvez l'activer chez vous. Non, toujours pas. Pardon. Avec le chat. Tatouez, posez votre question dans le chat si ça ne vous dérange pas. Désolée pour ça. Continue. Moi, il est activé de mon côté, donc... Ah, bon, ça fonctionne pas, il refuse, c'est pas grave, une prochaine fois. Bah, si vous voulez quand même la poser à l'écrit, on peut l'écouter. Hein. Je la mets dans le Enfin, chat la et je vie. répondrai Ouais. si je peux. Puis d'autres, si vous avez d'autres questions à poser dans le chat, du coup, tant qu'on y est, apparemment, ça a l'air plus efficace comme ça. Trop long. Question trop longue à, trop longue à Ah, c'est écrire. frustrant. Bon. Bon, en tout cas, merci beaucoup Anne-Lise Ullmann, merci beaucoup Christophe Désert pour vos témoignages et vos prises de recul sur ce travail qui a été mené Merci beaucoup. ces dernières années dans le cadre du projet financé par l'ANACT. Merci Elisa pour ta contribution.